maintenant. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Fassa et le professeur Nemziel pour m'avoir donné l'occasion de participer de ce séminaire. On pourrait commencer pour observer une minute de silence pour le Brésil, pour l'Amazonie, pour la mort d'un projet politique en cours destiné à étendre les droits à des personnes des segments sociaux historiquement aliénés et au droit d'une existence digne. Mais je préfère commencer à faire des bruits parce que le silence n'est pas une option pour nous en ce moment-là. Ce n'est pas possible de se maintenir avec la bouche fermée. Mais je ne veux pas confondre ma voix avec celle de ceux qui ont crié mythe, morte, déforestation, dictature, incitation aux affections anti-égalitaires dans un pays tellement inégalitaire. En guise de clarification, il faut bien comprendre que les supporters de Bolsonaro l'appellent les mythes. C'est bizarre, mais c'est malheureusement vrai. Alors, l'inégalité est notre marque atavique. Vous savez, aujourd'hui au Brésil, si vous gagnez environ 850 € par mois, vous êtes déjà l'un des 10% les plus riches de la nation. Pour cela, la lutte pour l'égalité, c'est une des ordres du jour les plus urgents du pays. En tant que professeure brésilienne et féministe, comme beaucoup d'autres au Brésil et au monde, j'ai entendu la question: où sommes-nous au Brésil aujourd'hui? Pour cette question, je n'ai pas de réponse rapide. J'ai donc choisi de vous présenter de manière non exhaustive une rétrospective d'un agenda politique dans lequel je liste certaines transformations que le pays a connues au cours de 2 dernières décennies. C'est-à-dire, j'ai essayé de dresser un tableau pour nous aider à comprendre comment nous sommes arrivés à la situation politique et sociale dont Diego parlait tout à l'heure et les autres invités aussi. Pour ce faire, je compilais des informations entre les années 2011, au moment où Dilma Rousseff a été élue pour la deuxième fois, à 2016, lors de la destitution ou les coups d'État qui l'a réversée de la présidence du Brésil. Alors, on commence en 2011. Nous avons eu pour la première fois une femme à la présidence de la République. Et cela n'est pas anodin pour un pays d'une histoire aussi machiste que le Brésil. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer la dose de misogynie qui était portée contre Dilma pendant le processus de sa destitution. Encore en 2011, la première marche des salopes a eu lieu à São Paulo. Les meufs se sont organisées grâce au Facebook et Twitter et des blogs. Une enquête réalisée par la Fondation Perseu Abramo, publiée en 2010, montre qu'entre 2001 et 2010, le nombre de femmes brésiliennes qui se considèrent féministes est passé de 21% à 31%. Nous avons aussi vu comme cette réalité a été présente dans la rue. Nous assistons à l'organisation politique de jeunes femmes contre le machisme pour leurs droits reproductifs. En 2015, on a occupé des rues de grandes villes au Brésil contre un projet de loi qui
vise à créer de nouvelles règles pour la prise en charge des victimes d'abus sexuels qui compromettaient les droits à l'avortement légal. Une parenthèse, au Brésil, l'avortement, c'était légal. Ce mouvement s'appelait Fora Cunha, en référence au président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, qui a proposé la loi. De mon point de vue analytique, les bases des politiques des mouvements pas lui, le mouvement des femmes contre Bolsonaro en tant que candidate à la présidence, commençaient à se former à ce moment-là. Un autre donne important pour ces scénarios, je suis en train de désigner le nombre record de participants à la marche de la fierté LGBTQ+ en São Paulo en 2011. 4 millions de personnes s'est rassemblées sur l'avenue Paulista. C'est également en 2011 que les unions homosexuelles ont été légalement reconnues par la Cour suprême brésilienne. Cependant, Dilma Rousseff, qui assumait son deuxième mandat, a pris comme une des premières mesures du nouveau mandat les veto sur les kits anti-homophobie, matériel didactique dont l'objectif était de promouvoir une éducation inclusive basée sur le respect du genre et la diversité sexuelle. La décision de Rousseff était une réponse timide aux pressions des membres du Congrès liées aux églises catholiques évangélistes qui jugeaient ces matériels obscènes et sexualisants. À la tête de cette campagne diffamatoire s'est trouvé Jair Bolsonaro, qui jusqu'alors n'était qu'un obscur membre du Congrès. De surcroît, les chiffres récemment publiés en 2011 montrent qu'il existe une segmentation significative de la section à l'enseignement supérieur des étudiants noirs. Ce nombre a en réalité triplé au cours de la décennie. C'est-à-dire que le Brésil a beaucoup changé et dont une partie de la classe moyenne brésilienne se sont sentis gênés parce qu'elle a estimé que leurs privilèges étaient menacés. La réaction à toute cette transformation a commencé à prendre l'ampleur en 2013 avec le soi-disant Journée des gens, un mouvement populaire associé aux agendas de la gauche et qui rapidement été rattrapé pour la droite. C'est dans ce contexte que le mouvement Brésil libre est né. Libre de quoi et de qui? Libre de tout ce qui dérangeait l'élite blanche et qui n'a jamais avalé ce système de quotas raciaux pour l'accès gratuit à 100% aux universités publiques du Brésil. Ils n'ont jamais accepté les politiques économiques et distributives telles que la Bourse Famille, ces programmes sociaux brésiliens destinés à lutter contre la pauvreté et dont l'argent est destiné à la personne titulaire de la famille, qui met prioritairement la femme du foyer. La même classe moyenne qui était scandalisée quand les députés fédéraux ont voté la proposition d'amendement constitutionnel des domestiques pour donner à cette catégorie formée en majorité pour des femmes noires les mêmes droits du travail que les autres catégories. Souvenez-vous, vous, qui est Bolsonaro, qui était député fédéral, a voté
contre cette proposition et en plus a déclaré qu'il est fier de cette décision. Parallèlement à ce changement, nous avons dû faire face aux conséquences de la politique économique du deuxième gouvernement de Dilma. Cette politique ne pouvait pas faire face à Diego, s'il te plaît. Endettement. C'est ça. Des classes populaires provoquées par la forte incitation à la consommation du temps de Lula. Il n'est pas difficile pour l'opposition à Dilma d'associer la crise économique à la corruption révélée dans le vaste scandale surnommé Opération Lavespresse. Ainsi, la colère contre la corruption politique a été associée à l'idée de corruption morale, supposément provoquée par les mouvements féministes, raciaux, LGBTQ+, ceci associé au Parti des travailleurs et à la gauche. La corruption morale, selon le secteur conservateur, était également présente dans l'école publique où les enseignants seront devenus doutrinataires idéologiques. De sorte qu'en 2014, nous avons commencé à vivre le cauchemar de la criminalisation de l'éducation au Brésil. Le genre, en tant qu'objet d'étude, a été construit comme une menace idéologique pour l'autoritarisme nationaliste et religieux. Le populisme des droits dépend du racisme, de la misogynie et de l'homophobie pour consolider l'haine en tant qu'un élément de base de sa stratégie politique. C'est ainsi que l'idéologie du genre est devenue le cyclone qui a déplacé un réseau complexe de significations qui alliait différentes forces politiques. La anthropologue brésilienne Isabella Calil montre sur les bases de données issues de recherche et scénographie effectuées lors des manifestations des rues en faveur de la destitution de Rousseff et aussi parmi ceux qui étaient présents dans les manifestations contre la présence de la philosophe Judith Butler en 2017, comme la catégorie idéologie des genres, a mobilisé un ensemble de thèmes qui devraient être combattus, comme le féminisme, l'agenda LGBTQ+, les communismes, les partis de gauche, les peuples originels, la diversité culturelle, la laïcité, la science humaine, l'intellectualité, l'avortement, les droits humains, les religions de racines africaines, les mouvements sans terre, l'art contemporain, l'environnement, les immigrants, les Nations Unies, etc. C'est ainsi qu'en 2017, Judith Butler deviendra la cible des cris de genre brûler la sorcière. Les manifestants qui contre ceux qui croient sur les idées de Butler, encourager la pédophilie, convertir les enfants en homosexuels et annuler les règles qui résignaient les sexes et les genres, comme si cela était possible sur les plans anthropologiques et sociologiques. Pendant la campagne électorale de 2018, Bolsonaro relancera cette discussion en faisant du kit anti-homophobie l'une des fake news les plus puissantes de sa machine numérique à faire la vérité. Pour reprendre les mots de Achille Mbembe, c'est référent aux ennemis fantomés activés même dans des contextes démocratiques afin de diaboliser l'autre plus spectral que réel. Je les cite. Ces ennemis avec lesquels aucune compréhension n'est possible ou souhaitable apparaissent en général sous les traces de caricatures, des clichés et des stéréotypes.
caricatures, clichés et stéréotypes leur confèrent en présence figurative cette forme de présence qui, à son tour, n'est fait que confirmer les types de menaces ontologiques dont ils nous entendent. C'est ça? Pardon. Nous entendons. C'est aussi Mbembe qui propose que l'installation de la peur soit un élément central dans ces environnements d'inimitié. En fait, il a proposé le concept de société de l'inimitié pour décrire les climats d'usure de démocratie contemporaine. Les démocratiques vampirisées par le néolibéralisme qui précarise le travail, exacerbe la concurrence, gonfle la méritocratie et sous-traite les coûts des ruines de politique inclusive des vrais États démocratiques. Achille Mbembe ne fait pas référence au Brésil quand il fait ses analyses ci-dessus, mais pourrait bien le faire. Le Brésil, opposé au projet d'inclusion sociale et fier de révéler son côté obscur, la face B, ni par hasard ni soudainement, est apparu Bolsonaro, qui enrichit les votes de ses citoyens contre tout ce qui est là. Un thème aussi vague que global, qui a dans son amplitude comprend les refus au Parti des travailleurs, la peur de la fin de la famille et la promotion de l'homosexualité dans l'école. Contre tout ce qui est là, nous avons donné naissance à un Messie et nous mettons nos droits en danger, des droits qui ont été durement acquis pendant des années de notre nouvelle et fragile démocratie. On s'organise ou s'agonise. Donc, nous avons d'autres choix que la résistance. Je vous remercie.